de pouvoir structurer et centraliser l'ensemble de leur modèle de reporting ESG, RSE et d'impact, donc du bilan carbone à la CSRD en passant par du Bicorp de l'Ecovadis, les questionnaires ESG de la part des clients et des investisseurs, pour tout mettre en commun, éviter les doubles saisies sur des vingtaines d'Excel qui volent dans tous les sens, et pouvoir ensuite piloter ça au quotidien avec leurs équipes, inviter les fournisseurs, les filiales, pour engager l'ensemble des parties prenantes dans une démarche RSE assez transformative et pouvoir communiquer le résultat auprès des clients, des salariés, des investisseurs, pour faire de la RSE quelque chose qui est un peu plus héroïste, qui apporte un gain de compétitivité aux entreprises, pour éviter l'effet de j'ai mis beaucoup d'argent quelque part et j'ai pas de retour sur investissement et donc je vais pas mettre beaucoup d'investissement dans le ESG et la RSE. On accompagne à peu près 8000 entreprises aujourd'hui, principalement en France, mais un peu partout en Europe. Et voilà, ça fait à peu près 9 ans qu'on existe. On bosse avec des très très grands groupes qui vont de la Maïf à BPI France ou du Hermès jusqu'à des TPE, PME, voilà, tout secteur confondu, plus de 230 activités confondues. Très clair. Merci beaucoup, Noël, pour cette présentation. J'ai mis le lien vers le site internet de Zei pour celles et ceux qui souhaitent explorer pendant ce webinaire. Alors, avant d'enchaîner sur le sujet du jour, qui traitera de la CSRD, qui se propose d'être une introduction un peu à ce sujet qui déchaîne les passions ces derniers mois. Tu vas nous en dire un petit peu plus, Noël. Peut-être un petit mot d'abord sur Indigo, qui donc organise ce webinaire. Et j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Christophe Concessao. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis directeur pédagogique chez Maria Schools et Indigo. Et Indigo, c'est l'école de la responsabilité. On propose des formations pour des professionnels, des particuliers qui souhaitent se reconvertir sur les métiers RSE. Et on s'apprête à lancer dans quelques mois tout juste une formation sur la CSRD qui est live dès aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'aller consulter la page qui présente un peu ce programme et qui démarrera, dont la première promotion démarrera en janvier prochain. Ce sera un programme très complet de 80 heures, l'un des programmes les plus complets du marché aujourd'hui. J'ai eu le plaisir déjà d'échanger à plusieurs reprises avec Noël, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous sur la construction de ce programme. Ce sera un programme qui abordera évidemment tous les incontournables de la CSRD, des concepts qu'on va explorer aujourd'hui avec Noël sur les normes ESRS, sur les outils à la disposition des consultants et des responsables RSE qui s'en chargent, donc comme la double matérialité, la gap analysis, donc des termes sur lesquels on reviendra aujourd'hui. Et c'est un programme qui sera entièrement certifiant et qui s'adresse aussi bien à des personnes en poste sur des fonctions RSE, analystes ESG, chargés de reporting par exemple, ou encore à des professionnels en charge qui travaillent au sein de directions financières, par exemple, et qui sont en charge de ce sujet, de ce chantier-là, qui est la CSRD, ou encore à des consultants. Il y en a probablement ici dans cette salle qui pourraient être intéressés. Donc, on s'adresse à tous ces publics et l'objectif, c'est que vous soyez complètement opérationnel sur la CSRD à l'issue de ce programme et plus largement encore complètement opérationnel sur les sujets de reporting extra-financier qui ne vont aller qu'en grandissant, qu'en étant de plus en plus importants au sein des entreprises. Donc, un programme très complet sur lequel on aura l'occasion de revenir et de présenter plus en détail le programme. Mais peut-être avant de rentrer dans ce webinaire, par curiosité, je souhaiterais savoir qui dans cette salle envisagent de se former. Donc, je vais lancer un petit sondage auquel vous pouvez répondre pour celles et ceux qui assistent à ce webinaire. Et ensuite, on va démarrer avec une première question pour Noël. Donc, vous devez voir normalement apparaître dans votre onglet, dans votre espace, pardon, une question. Et je vois qu'il y a des premières réponses. Donc, quasiment, alors on commence à avoir 2 tiers qui envisagent de se former et un petit tiers qui n'envisage pas de se former, mais qui s'intéresse à ce sujet. Je laisse encore quelques secondes. Alors, pendant que
tout le monde a le temps de répondre au sondage. J'en profite. N'hésitez pas tout au long de ce webinaire. On va rester 3/4 d'heure ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai évidemment préparé un certain nombre de questions pour Noël, mais n'hésitez pas à me soumettre les vôtres pour que je puisse les intégrer dans l'échange. Et on conservera quelques minutes à la fin pour évidemment un temps de questions-réponses avec Noël. Très bien, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Donc, on a quand même 68% qui envisagent de se former et 32% qui s'intéressent au sujet mais n'envisagent pas à court terme de se former. Merci pour toutes ces réponses. Noël, je me tourne de nouveau vers toi avec une première question. Peux-tu peut-être revenir sur déjà ce qu'est la CSRD et pourquoi elle diffère, elle change par rapport aux précédentes régulations qu'il y a pu avoir en la matière? Ouais, avec plaisir. Alors, j'ai préparé une keynote demain pour ProDurable justement sur le sujet de la Ouais. CSRD un peu complet. Donc, à un moment, s'il faut, je pourrais partager Avec plaisir. slides assez visuels que j'ai sur l'autre écran. Mais voilà, dans les grandes lignes, la CSRD, c'est sûrement la réglementation ESG RSE qui est la plus ambitieuse au niveau mondial, qui est poussée par l'Europe et qui change pas mal de choses par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant dans tout ce qui était reporting ESG. Déjà, elle va toucher beaucoup plus d'entreprises qu'avant. C'est 50 000 entreprises en Europe qui vont devoir faire le reporting ESG avec la CSRD. L'ordre de grandeur, donc c'est au-delà de 250 salariés, si on simplifie, on va devoir reporter sur le contenu de la CSRD. Donc, ça touche beaucoup plus que les personnes avant qui étaient plutôt cotées ou qui avaient plus de X centaines de salariés, beaucoup plus grandes. Mais surtout, là où jusqu'à maintenant, on avait des obligations de faire de la divulgation d'éléments ESG et qu'on pouvait choisir en quelque sorte ce qu'on mettait en avant, ce qu'on cachait. On pouvait choisir également les méthodes de calcul. Est-ce que je m'aligne à la méthode du GRI? Est-ce que quand je parle du carbone, je le fais sur le BGES ou je le fais sur le GHG? Est-ce que je parle de l'eau ou non? Est-ce que je parle des trades dans la chaîne de valeur ou non? C'était on avait beaucoup de liberté dans ce qu'on mettait en avant et ça rendait la donnée ESG un peu incomparable. Et le seul endroit où je pouvais aller chercher l'information, c'était sur des PDF de 300 pages de deux banques pour essayer de les comparer, donc ça ne marchait pas du tout. Et jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de données qui étaient très narratives, très qualitatives. Est-ce que j'ai la politique? Est-ce que j'ai mis en place telle mesure? Comment je fais pour assurer que mon entreprise est bien alignée aux lois de l'OCDE? Et avec la CSRD, on rentre pour la première fois dans une trame commune. Ouais. Les définitions de nos indicateurs sont les mêmes pour toutes les entreprises. La structure du rapport, la codification est la même pour tous. Pour la première fois, on a à la fois des données chiffrées en absolu du type tonne de CO2, litre d'eau que je consomme, mais à chaque donnée absolue, on a une donnée relative associée qui permet de comparer des entreprises entre elles. Par exemple, combien je consomme d'énergie pour produire 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Combien j'utilise de pesticides pour 1 hectare? Et donc, la structure et l'uniformisation des méthodologies et la relativisation de la donnée en font pour la première fois quelque chose de comparable. La CSRD, ça innove également sur une approche de double matérialité, on va peut-être y venir, qui permet à l'entreprise de ne divulguer que des thématiques et des sujets, des indicateurs qui sont pertinents, importants, matériels par rapport à leur entreprise, pour éviter de se noyer dans des milliers d'informations que je devrais divulguer. Alors peut-être qu'il n'y en a qu'un tiers qui m'intéresse, ce qui aurait comme effet de passer trop de temps pour faire de la collecte et du reporting et pas assez pour se transformer. Donc, c'est un peu les trois innovations majeures. Première, c'est uniquement ce qui est important, données quantitatives et relatives avec une architecture qui est comparable. Et un élément qui est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que toutes ces données, elles vont être poussées à l'EFRAG, donc à l'Europe, automatiquement avec une version XBRL. Et donc, ces données ESG comparables, compréhensibles de 50 000 entreprises européennes vont être en open source demain. Et donc, pour la première fois, les Yuka, les Welcome to the Jungle vont aller pouvoir taper dans ces bases de données pour pouvoir rendre cette information accessible. Et donc, l'énorme nouveauté de la CSRD, pour mon point de vue, c'est qu'on va passer d'une RSE qui était vraiment non visible, non compréhensible, non comparable,
et donc qui limitait le ROI de la RSE, à une RSE qui va enfin devenir comparable et compréhensible, et donc qui va apporter des parts de marché, des talents et des investissements au meilleur de leur secteur. Donc on va passer d'une RSE sacrifice en temps et en argent à une RSE qui va être héroïste, voire indispensable si je veux rester compétitif sur le marché demain. Et donc c'est une excellente nouvelle pour nous tous et pour l'humanité, j'ai envie de dire. Donc, si je reformule, la grande innovation qui a été apportée par cette réglementation, c'est cette notion de standardisation, d'uniformisation des méthodes de calcul, des standards auxquels on va se comparer aussi selon son secteur d'activité. Et donc, on va pouvoir comparer des choses comparables entre entreprises, ce qui n'était pas réellement le cas aujourd'hui où chacun venait avec sa méthode de calcul, les données qu'il souhaitait divulguer ou non. Donc, de par cette standardisation, on va enfin pouvoir comparer les entreprises entre elles sur le secteur dans lequel elles sont, dans lesquels elles évoluent finalement. Donc super intéressant. Peut-être une question plus sur laquelle on a des difficultés à avoir des réponses, c'est comment c'est reçu de la part des entreprises, toi qui travailles avec des centaines d'entreprises, avec Zei. Est-ce que tu sens une méfiance, une lassitude, ou au contraire ils le perçoivent vraiment comme une opportunité aussi de vraiment se différencier sur son marché, ou est-ce qu'on a un peu différents sons de cloche? Il y a deux réceptions. En général, toutes les boîtes passent par la première réception qui est « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est immense ». Peut-être pour quelques ordres de grandeur, je peux prendre la main sur le partage d'écran. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Ouais, il faut que tu me donnes le droit. Il y a quelque chose que normalement, la plupart des gens ont en tête. Vous ne pouvez pas partager votre écran pendant le partage d'une présentation. Ah oui, il faut que tu coupes le slide pour que je puisse partager le mien. Ouais, je fais ça. Hop. Le premier effet en général, c'est d'apprendre le nombre de données qu'on va devoir reporter. Et donc, ça a un effet oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, dans la CSRD, au total, c'est 1664 indicateurs. Et si on ne parle pas d'indicateurs, mais de data points, donc vraiment un niveau très très fin de chaque information, comme la date de la donnée, l'objectif, et ainsi de suite, on arrive à plus de 4000 data points en version XBRL. Donc, par rapport à ce que les entreprises aujourd'hui gèrent en termes de RSE, ça a l'air assez titanesque. Là, en général, on a quelques centaines de données, peut-être 300 pour les très grandes boîtes bien structurées. Mais bon, normalement, c'est plutôt du… voilà, il va y avoir un énorme pas à faire pour arriver à s'aligner à ce volume d'indicateurs. Parmi ces indicateurs, la majorité du reporting, c'est qualitatif et à peu près 30% qui sont purement quantitatifs. Donc, le qualitatif, ça va être des paragraphes, des textes, des oui-non, des choix multiples, des choix uniques, des zones, des pays, et ainsi de suite. Là où pour le quantitatif, on va être sur du chiffré, des ratios et des valeurs assez monétaires. Et en général, au début, c'est « Ah, ça fait beaucoup de données. Ah, mais en fait, ça va parce que c'est beaucoup de blabla, donc je vais pouvoir broder un petit peu. » Et ils arrivent au bout d'une semaine, normalement, de monter en charge, à une réalisation qu'en fait, ça ne va pas être majoritairement du narratif et du qualitatif, parce que pour arriver à une donnée chiffrée, il faut en fait des dizaines, voire des centaines d'autres informations pour produire cette donnée. L'exemple, c'est peut-être dans le bilan carbone. Pour pouvoir mesurer mon bilan carbone, scope 1, scope 2 et scope 3, qui sont 3 valeurs dans la CSRD, 3 valeurs chiffrées, en fait, il faut des centaines et des centaines de data que je vais devoir aller récupérer chez mes filiales, chez mes fournisseurs, par matériaux, par poste d'émission. Et donc, la machine à mettre en place dans la CSRD, elle va être titanesque, notamment sur le quantitatif, parce qu'on peut multiplier par 10 ou par 100 le volume de données à les collecter, à consolider, pour avoir le résultat qui va sortir dans le rapport. Et donc, quand on a ça dans la tête, le premier réflexe, c'est « Ouh là là, mais c'est énorme, c'est insurmontable, mais pourquoi est-ce que l'Europe nous impose ça? On ne va plus être compétitif, on va passer notre vie à remplir des Excel. Et en plus de ça, je sais que la RSE aujourd'hui ne m'apporte pas grand-chose. » Et il y a ceux qui vont un cran plus loin et qui comprennent qu'en fait, c'est peut-être leur plus gros… c'est une des opportunités les plus fortes qui existent. Et ça, pour 2 raisons. C'est parce que le coût va augmenter. Je passe un peu tout ça. Mais l'intérêt qu'ils peuvent aller y chercher est également très important. Donc, je passe un peu tous ces éléments. Voilà. Le premier, c'est que dans la CSRD, la démarche double matérialité initiale m'impose
de faire une étude des risques et des opportunités que je peux avoir sur l'ensemble des sujets de durabilité. Et en faisant cette étude, on a énormément de clients qui commençaient à le faire un petit peu à reculons en disant bon, bah, c'est une contrainte. Et en fait, ils se sont rendus compte non seulement qu'il y avait des risques assez évidents qu'ils n'avaient jamais identifiés et ils ont commencé à prendre des assurances ou des moyens de limiter ce risque. Et les DAF ont été très friands de ce genre d'approche parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient pouvoir économiser beaucoup, beaucoup d'argent sur le moyen terme. Mais également les opportunités. Quand on rentre dans les enjeux de durabilité, on se rend compte que le marché va changer parce qu'on n'aura plus beaucoup d'eau, on n'aura plus beaucoup de ressources, il n'y aura plus beaucoup d'énergie, il va y avoir des enjeux sociétaux qui vont grandir. Et donc, si on est les premiers à prendre de l'avance et commencer à réfléchir à comment je vais changer mon business model, à être plus sobre, ou comment je vais innover dans les produits et les services que je vais mettre à disposition de mes clients, bah, je serai le premier à bénéficier des opportunités que vont générer les transitions environnementales et sociales. Et donc, il y a ce premier levier très fort et ceux qui le comprennent mettent vraiment énormément de ressources pour en bénéficier avant les autres, parce que plus tôt on s'y met, plus tôt on va y gagner. Et il y a la deuxième réalisation, qui est celle justement que la RSE va devenir comparable et compréhensible. Et donc, que si on s'y met avant et qu'on est meilleur que les autres, bah, on va piquer aux concurrents des clients, des parts de marché et des investissements. Et donc, ceux qui arrivent à ce niveau de réalisation, en général, ils sont très moteurs en interne et ils sont capables très vite de se mettre aller au-delà du reporting un peu réglementaire et de se dire bah, comment je vais vraiment transformer mon business model et commence à s'intéresser à la CEC, donc la Convention d'entreprise pour le climat. Je pense que les personnes ici connaissent peut-être. Voilà, dans des programmes beaucoup plus transformatifs. Donc, on a encore ces deux cas de figure, cette transition et cet entre-deux avec certains qui veulent vraiment faire le minimum vital parce que c'est un gros investissement et d'autres qui veulent aller plus loin parce qu'ils ont compris l'intérêt. Ça va durer peut-être encore 2 ans à peu près. Et une fois que toutes les entreprises auront fait la transition, je pense que la réalisation de l'intérêt à aller chercher avec la CSRD va devenir grandissant et que va vraiment se structurer pour. Oui, c'est ce que j'allais rebondir sur ce point. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la CSRD est prise comme un sujet, entre guillemets, d'une contrainte réglementaire à laquelle il faut se conformer, ce à quoi elles vont toutes devoir y passer. Et avant d'en voir les bénéfices, tous les bénéfices que tu viens de décliner, à la fois en termes de compétitivité notamment, j'ai l'impression que ça va prendre encore un petit peu de temps avant déjà de mettre en place ces systèmes. Et on reviendra sur ce point parce que la collecte de données est assez névralgique ici, puisqu'il va falloir mettre en place des systèmes de collecte qu'on n'avait pas auparavant sur des indicateurs qu'on n'avait pas forcément auparavant, mais qu'à terme, cette vision puisse être concrétisée de comment ça va venir déjà nourrir ma stratégie RSE et changer mon business model de façon générale. Peut-être avant de aussi prendre des questions, je vois qu'il y en a quelques-unes déjà assez techniques, mais déjà pour bien planter le décor sur la CSRD, donc tu nous as expliqué que c'était une réglementation assez inédite, innovante par son caractère de standardisation des indicateurs, des modes de calcul. On a évoqué aujourd'hui le fait que les entreprises peuvent être pour certaines un peu dépassées par les événements et ne prennent pas toutes pour le moment pleinement la mesure de l'impact que ça va avoir et des bénéfices que ça peut y avoir aussi en termes de compétitivité. Est-ce que tu peux revenir aussi sur un peu les termes clés de la CSRD? On a déjà évoqué la notion de double matérialité, on a aussi brièvement évoqué la notion de gap analysis, les normes ESRS, peut-être ces 3 termes un peu centraux dans la CSRD. Est-ce que tu peux nous les décrypter, qu'on comprenne un peu l'articulation? Ouais. Alors, si on commence dans l'ordre, le premier, c'est les ESRS. Les ESRS, ce sont les grands chapitres du contenu de la CSRD. Donc, il y en a 5 sur l'environnement, 4 sur le social et 1 sur la gouvernance. Donc, vous avez E1 qui est le climat, il y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a les ressources, il y a la pollution, pas dans le bon ordre. Vous avez ensuite le plus gros du social qui est le S1 sur les salariés internes. Il y a également les salariés de la chaîne de valeur, il y a les clients finaux et il y a les communautés affectées. Et vous avez le G1 qui est sur la gouvernance. Donc ça, ce sont les 10 ESRS thématiques qui vont dépendre de la matérialité, je vais y venir dans un instant. Et il y a également les ESRS transverses, le ESRS 1, ESRS 2, qui sont obligatoires pour tout le monde et qui centralisent avant tout les travaux qui ont été faits pour identifier quels étaient les impacts, les risques et les opportunités, quels étaient justement les ESRS, donc les sujets qui étaient importants pour mon entreprise,
et tout ce qui touche plutôt à la gouvernance et à la stratégie de l'entreprise dans son ensemble. Donc, les ESRS, au total, ils rassemblent ces 1700 indicateurs, 1600 et quelques. Donc, ils sont assez lourds. Mais la CSRD, via le travail de double matérialité, va permettre de filtrer des ESRS ou des thématiques qu'on peut mettre de côté, qu'on a le droit d'omettre. Donc, ce travail de double matérialité, il consiste à demander aux parties prenantes principales de l'organisation, en tout cas le faire avec eux, quels vont être les sujets qui sont importants, soit parce qu'ils ont un impact fort sur l'enjeu en question, l'entreprise qui peut avoir un enjeu sur le climat ou sur la pollution, soit parce que cet enjeu peut avoir un impact fort sur l'entreprise. Donc, c'est la matérialité d'impact, comment mon entité impacte l'enjeu, et la matérialité financière, c'est comment est-ce que cet enjeu peut impacter mon entreprise. Si par exemple, je m'appelle Coca-Cola, j'ai un impact sur l'eau parce que je puise dans les nappes phréatiques, mais j'ai aussi un impact de l'eau sur mon entreprise. Si jamais il n'y a plus d'eau sur mes sites de production, je ne peux plus faire de Coca-Cola, par exemple. Et donc, avec cette approche de double matérialité, impact financier, impact, l'idée, c'est d'identifier quelles vont être les thématiques qui vont avoir une importance pour mon organisation. Et en faisant ce travail de double matérialité, qui est un peu une matrice avec 2 ordonnées, on identifie les thématiques qui ne sont ni importantes pour mon entreprise, ni par rapport à mes finances. Donc, si jamais je ne suis pas trop à risque ou je n'ai pas beaucoup d'opportunités sur l'enjeu, c'est faible. Et si mon entreprise a un impact faible sur l'enjeu, pareil, c'est pas important. Et donc, ces thématiques qui n'ont pas d'importance et de matérialité, j'ai le droit de les omettre. Donc, j'ai le droit de ne pas en parler dans mon rapport de CSRD. Donc, nous, par exemple, on est dans le digital. On n'a quasiment aucune consommation d'eau via notre organisation. Et l'eau n'a pas un impact fort sur nous. Donc, ZEI a le droit d'omettre tout l'ESRS, le passage lié à l'eau, dans notre rapport de durabilité. Et ça, c'est borné, c'est-à-dire que dans la double matérialité, il y a des niveaux planchers, des niveaux plafonds qui permettent de dire, passer un certain seuil, je peux les omettre. Comment ? Il n'y a rien de chiffré dans le sens où ce travail de double matérialité, il est quand même en partie subjectif, dans le sens où la cotation, il y a plusieurs cotations à prendre en compte. C'est est-ce que l'impact peut être grave, intense, l'étendue de l'impact, est-ce que c'est toutes mes filiales et tous les pays, ou est-ce que c'est uniquement certaines régions? Est-ce que cet impact, il est rémédiable, ou est-ce qu'une fois qu'il a eu lieu, en fait, c'est sur le long terme? Donc, toutes ces cotations de gravité, d'étendue, et ainsi de suite, elles sont. Il n'y a pas de règles mathématiques, il n'y a pas de règles scientifiques pour les définir. L'ordre de grandeur, en général, c'est de mettre une note entre 0 et 4, entre non applicable, peu fort, un peu fort, modérément fort et très fort, critique. Mais cette cotation de 0 à 4, c'est l'entreprise qui le fait en interne. Il n'y a pas de formule mathématique de chercheur. C'est l'OTI, donc l'auditeur, qui va plutôt regarder le travail qui a été fait, vérifier si les cotations sont cohérentes avec la réalité. Et donc, comme cette cotation de double matérialité, elle est subjective, on ne dit pas au-delà de 50,7, alors c'est matériel. Après, ça reste du bon sens. Et en général, ça dépend vraiment des grilles, mais nous, ce qu'on recommande, c'est que si une cotation de gravité est en dessous de 40%, des deux côtés, on peut le mettre. Mais celui qui aura le dernier mot, c'est même pas l'entreprise en direct, c'est vraiment le CAC et l'OTI. L'OTI, oui, et le CAC, ouais. Et le marché, parce que si mes concurrents ont mis que pour eux, c'était très matériel, alors que moi, j'ai mis que ce n'était pas le cas, bien sûr, ça va se voir parce qu'on va les comparer. Et donc, il risque d'avoir il y aura une convergence par secteur d'activité sur ces différents enjeux. Donc, il y a ces 10 normes ESRS qui rassemblent les 1600 et quelques indicateurs, donc à la fois en environnement, social et gouvernance. La double matérialité permet de faire un premier filtre sur les ESRS sur lesquels je vais me concentrer, sur lesquels je vais aller collecter des données et faire du reporting. Et enfin, il y a cette gap analysis. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi elle consiste ? Gap analysis, c'est un terme technique pour quelque chose de très simple. En fait, c'est une analyse des écarts. Comme dans la CSRD, on a des définitions très précises et une série d'indicateurs que je vais devoir divulguer qui est assez spécifique. La gap analysis, c'est un peu une transition pour identifier quelles sont les données ESG que je gère déjà dans mon entreprise et celles que je ne gère pas encore mais que je vais devoir divulguer.
Donc, la version bête et méchante qu'on voit le plus souvent, c'est un Excel dans lequel on a tous les indicateurs que je dois divulguer qui sont matériels. Et en face, je mets OK si j'ai l'information, KO en rouge si je n'ai pas l'information, et en partie en jaune si je l'ai, mais pas partout. Voilà. C'est tout Du bête. bon sens. C'est du bon sens. C'est plutôt utilisé pour comprendre l'ampleur du travail qui va me rester à faire pour récupérer toutes les données dans l'entreprise. C'est rien de plus complexe que ça. Il y a deux façons de le faire. Soit on fait appel à un consultant qui va justement me filer un Excel avec ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce que je dois aller chercher et qui va me proposer ensuite un plan d'action pour aller récupérer ça dans l'entreprise et ensuite réfléchir à où est-ce que je collecte l'information, comment je le consolide. Est-ce que je vais le chercher à la maille du site, de la filiale, du pays, du groupe? Est-ce que c'est dans le RP ou est-ce que je dois le récupérer à la main? Enfin, ça, c'est plutôt le plan d'action de collecte. L'autre façon de faire, qui est plutôt la nôtre, c'est de ne pas travailler sur un Excel en disant j'ai pas, j'ai en partie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère toutes les données ESG de l'entreprise. On importe ça dans l'outil pour que ça vienne ruisseler dans le modèle EcoVadis, le modèle Carbone, le modèle Bicorp, les ISO et ainsi de suite. Et comme dans Zei, toutes ces données sont interconnectées et harmonisées entre elles, ça complète automatiquement les modèles CSRD. Et donc, je peux voir que sur les 300 indicateurs climat, j'en ai déjà 150 qui sont complétés. Donc là, ça revient aussi à une gap analysis en quelque sorte. Oui, je comprends. Mais c'est à faire qu'au moment de la transition, cette gap analysis. Une fois qu'on a la donnée qui fonctionne, il n'y a pas besoin de recommencer chaque année, quoi. Oui, très clair. Alors, je rebondis sur une première question de l'audience, Denise, qui demande un petit peu quel impact pour les fournisseurs en amont ou en aval. Admettons que je sois une entreprise dans le domaine textile, j'emploie 300 salariés, admettons, donc je suis soumis à cette réglementation CSRD. Je travaille évidemment avec beaucoup de fournisseurs pour, admettons, concevoir mes baskets ou mes différentes pièces prêtes à porter, que ce soit au Portugal ou aux quatre coins du monde. Je dois collecter un certain nombre de données sur toute ma chaîne de valeur. Comment je procède? Est-ce que je peux contraindre mes fournisseurs à monter ces données ESG? Comment je procède concrètement? Alors, il y a deux questions. Il y a les TPE, PME et les fournisseurs, ou c'est uniquement fournisseurs? Sur les fournisseurs, déjà, moi, en tant que donneur d'ordre, comment je collecte ces données qui sont logées au sein de mes fournisseurs? Est-ce que je suis soumis à cette contrainte-là? Alors, les TPE, PME ne sont pas encore soumis à la contrainte en direct par la réglementation, même si l'EFRAG a déjà publié une version TPE, PME de la CSRD. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas encore. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux vous envoyer un lien pour accéder à Zei gratuitement et accéder à ce questionnaire. C'est 44 indicateurs qui rassemblent les 44 données chiffrées de la CSRD qui sont les plus courantes. Donc ça, mais pour l'instant, c'est plutôt volontaire. L'Europe n'a pas encore réfléchi à l'imposer au TPE-PME. Mais bon, c'est des éléments assez simples. Donc je vais le partager dans le chat. Si tu m'en donnes l'autorisation. Oui, bien sûr, je vois que tout le monde est très partant, donc n'hésite pas. C'est gratuit, c'est à vie, voilà, c'est cadeau. Donc profitez-en. Mais il y a un impact un peu plus profond. Alors, et pour ça, peut-être qu'il faut comprendre de manière plus globale, en fait, comment la CSRD va impacter l'ensemble des questionnaires ESG, RSE et des labels. Actuellement, il y a deux grands types de modèles de données. Il y a les modèles de données plutôt axés sur les moyens. Donc là, vous avez une liste ici. Donc, c'est principalement tout ce qu'on va retrouver comme label ISO 26000. Et là, en code couleur, je vous ai mis ceux qui étaient en vert fortement harmonisés avec la CSRD, un peu harmonisés, peu harmonisés, voire pas du tout. Donc, ce qu'on voit, c'est que actuellement, on a donc tous les labels ISO 26000, on a les ISO qui ne le sont pas du tout, Global Compact qui ne l'est pas, EcoVadis qui l'est un petit peu, et l'AFNOR aussi, Bicorp et les Possif Company qui ne le sont pas vraiment, NR et MAZ qui sont des modèles un peu sectoriels, le sont vraiment pas beaucoup, voire pas du tout. Et on a les questionnaires clients qualitatifs. Ces questionnaires clients qualitatifs, en l'état, ils ne sont absolument pas harmonisés avec la CSRD. Et ça va évoluer dans le sens où tous ces référentiels vont petit à petit s'aligner vers la CSRD. Donc, le degré de couleur va passer de plus jaune et plus vert. Et donc, les questionnaires clients vont normalement s'aligner avec la CSRD pour récupérer certaines informations qui sont indispensables pour l'acheteur. Du type, est-ce qu'en tant que fournisseur, vous avez mis en place tel canal dans vos équipes pour assurer que si je fais appel à vous, il n'y aura pas un bad buzz ou vous ne serez pas hors la loi ou vous ne faites pas travailler des esclaves ou des enfants. Voilà. Donc, ces questionnaires, ils vont s'adapter.
sur la version quali. Mais là où ça va être beaucoup plus fort comme transformation, ça va être plutôt sur les questionnaires quantitatifs. Donc, ce sont les modèles de données avec des indicateurs beaucoup plus chiffrés. Ces modèles de données sont bien plus harmonisés avec la CSRD que les modèles de moyens. Donc, c'est le cas du CDP, la SFDR et taxonomie européenne qui sont des modèles européens. Même le GRI est très harmonisé avec la CSRD. Et on a 2 modèles de données qui sont les questionnaires des investisseurs et les questionnaires des clients, qui sont déjà un petit peu harmonisés avec la CSRD. Mais d'ici moins de 12 mois, ce que je peux vous garantir, c'est qu'ils vont tous s'aligner pour récupérer des données chiffrées du scope 3 qui vont être indispensables pour leur propre reporting, notamment combien je consomme d'eau à l'hectare ou par unité dans ma chaîne de valeur, combien mon fournisseur émet de CO2 par unité produite, combien mon fournisseur, quelle est la part des achats que je fais chez ce fournisseur qui sont des matériaux recyclés ou qui sont des matériaux biosourcés, parce que ce sont des informations que moi, je vais devoir ensuite divulguer dans le cadre de ma divulgation sur les matériaux, par exemple. Et donc, pour ça, je suis forcément obligé d'aller poser la question et d'avoir l'information chez mes fournisseurs. Donc, les fournisseurs auront, quand bien même ils ne sont pas soumis à la CSRD, donc TPE, PME, auront l'obligation de répondre à ces questionnaires fournisseurs. Exactement. Donc, je ne peux pas vous dire combien de données il y aura à remonter. Ça va très certainement s'adapter par famille de fournisseurs. Ce qui fait des produits textiles ne va pas avoir la même question que celui qui fait de l'hygiène ou celui qui fait de la logistique. Mais il y aura dans tous les cas des données chiffrées, donc précises, quantitatives, qu'il va falloir remonter, et des données qui ne seront pas simplement combien je consomme d'eau en tant que fournisseur, mais combien d'eau consomme une unité que je vends au client en question, pour que lui soit capable de calculer son scope 3. Et ça va arriver très, très, très vite. Et on a déjà énormément d'acheteurs qui nous demandent d'adapter leur questionnaire Excel volant ils ont fait en interne avec la méthode CSRD. Et ce qu'on recommande à chaque fois, c'est justement d'utiliser les données de cette version TPE-PME de la CSRD que je suis en train de vous chercher. Hop, voilà, je vous l'envoie dans le chat. Et n'hésite pas à l'envoyer si tu veux par mail. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut faire un petit point chronologique, Noël? Donc, cette CSRD qui va concerner toutes les entreprises de plus de 250 salariés, elle s'applique dès 2025, c'est-à-dire que la première publication auprès de l'EFRAC devra intervenir en 2025 sur les données de 2024 ou en 2026 sur les données de 2025? Ça dépend. Les entreprises qui jusqu'à maintenant devaient faire un rapport ESG, donc l'année FDR, ils commencent dès l'année prochaine sur l'exercice 2024. Donc, les plus grosses entreprises cotées notamment. Voilà, tous ceux qui devaient faire un rapport jusqu'à maintenant. Donc, soit les très grandes entreprises, soit les entreprises cotées. Il y a plein de règles différentes. Mais c'est simplifié, c'est dès 2025. Voilà. Si jamais c'est un exercice un peu décalé, donc par exemple, si vous faites du 1er juillet au 30 juin, vous le décalez aussi pour l'aligner à votre rapport financier, bien sûr. Et il y a ensuite toutes les entreprises qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas à faire de rapport. Pour celles-ci, ça peut être soit des entreprises, par exemple, européennes ou françaises, qui dépassent les seuils de chiffre d'affaires et de nombre de salariés et de résultats. Soit ça peut être des entreprises étrangères qui exportent en Europe ou qui ont des filiales en Europe, et même elles vont devoir faire leur divulgation. Pour pas que ça soit non équitable par rapport aux Européens qui doivent déduire et produire ce genre de rapport. Et donc là, ça va traîner. Il y aura certains qui vont devoir commencer, pas en 2025, mais en 2026, d'autres en 2027 et d'autres en 2028, sur les d'avant. Donc, il y a plein de cas spécifiques. Ça change assez régulièrement aussi, ça change par pays. Donc, voilà, tout ça, ça va être à peu près 2-3 ans de transition. Et la première obligation de reporting avec la version XBRL, donc, qui est la version qui va remonter au niveau de l'Europe pour pouvoir publier en open source les données de 50 000 entreprises. Ça, ce n'est pas dès cette année. Encore bien 2 ans avant que l'obligation rentre en vigueur et qu'on doive monter les 4252 data points extrêmement. Très clair, très clair. Donc ça veut dire que voilà, les premières entreprises devront, donc on commencera aussi à avoir un peu plus de jurisprudence sur un peu la façon dont la collecte se fait. On commencera à avoir plus de use case, business case qu'on n'a pas aujourd'hui dès l'année prochaine. La période, c'est autour d'avril-mai, c'est bien ça?
C'est au moment où vous êtes obligé de produire votre rapport extra-financier, donc ça dépend des pays. Mais si jamais votre reporting financier doit sortir en mai, c'est pareil, ça vient avec. D'accord, très très clair, très très clair. Et alors, comment tu vois les choses par rapport à notamment des entreprises qui n'étaient pas soumises à l'obligation de soumettre un rapport ESG, donc qui sont un peu plus nouvelles sur le sujet? Comment tu prends un peu le pouls aujourd'hui? Comment elles se font accompagner? Est-ce que c'est généralement un chantier qui est pris en interne par la direction financière, le contrôle de gestion ou le département RSE, si tant est qu'il y en ait un? Comment globalement les entreprises se préparent à cette mise en conformité? Il y a deux pôles qui interviennent. Le premier, c'est celui qui a plutôt l'expertise ESG, RSE, Impact. Donc, c'est les directions RSE et les directions RH. Quand il n'y a pas de direction RSE, c'est plutôt les RH ou voire la com qui prennent le sujet. Et il y a toujours maintenant, et c'est également un peu nouveau, les directions financières qui rentrent dans le process, et les directions juridiques, mais surtout financières, parce que la RSE a l'expertise métier, mais très souvent, on se rend compte que les directions RSE n'ont pas d'expertise sur la consolidation de la donnée. C'est quelque chose que les financiers savent très bien faire. Et donc, on a besoin de l'expertise métier et l'expertise de consolidation pour les mélanger et produire le contenu de la CSRD. Après, toutes les entreprises ont l'approche d'une manière un peu différente. Ça dépend de la maturité en interne, la maturité des équipes. Ça dépend aussi si certains membres des équipes ont une appétence pour le sujet ou veulent travailler dessus. Et donc, on a vu des juniors qui étaient commerciaux qui sont très vite montés en charge pour collider le sujet en interne dans leur entreprise parce qu'ils voulaient avancer vite sur ces thématiques. Donc, c'est très variable. Mais ce qu'on voit, c'est plutôt des comités de 4 à 8 contributeurs avec le DAF, avec la RSE et les RH, plus d'autres personnes qui se mettent ensemble pour avancer à plusieurs. Très clair. Donc, plutôt, s'il y en a un département RSE ou RH avec le soutien de la direction financière, mais souvent des comités, des task force mêlant un petit peu ces différents départements qui sont impliqués. Admettons que je sois dirigeant d'une TI de 900 000 salariés. Je n'ai jamais été soumis justement à une obligation de rapport ESG. On est donc le 8 octobre. Je m'y suis toujours pas mis. Il n'y a pas de comité en place. Quel est un peu, même si évidemment il y a plein de façons de fonctionner, mais quel serait un peu le rétro-planning idéal pour évidemment satisfaire les exigences européennes et mener ce chantier en interne? Est-ce qu'il faut faire appel à un consultant? Auquel cas, quel type de consultant? Est-ce que je dois plutôt aller voir un cabinet, y compris les gros cabinets de conseil, pourquoi pas, si j'en ai le budget? Est-ce que je fais le chantier en interne? Ça dépend des compétences que j'ai en interne. Je ne vais pas faire le vendeur de tapis et dire non, prenez juste un outil. Ça dépend de plein de sujets. Déjà, quelle est déjà l'expertise interne sur les sujets ESG RSE? Ça, déjà, c'est clé parce qu'on peut faire la CSRD tout seul avec un outil ou même avec Excel, même si c'est toujours plus compliqué. Dans le sens où toutes les étapes de transition CSRD, qui sont la double matérialité, puis la gap analysis, puis la préparation de la donnée et de la consolidation. Chaque étape individuelle est assez simple, mais mis ensemble, c'est un gros sujet qui a l'air très complexe. Donc, ma recommandation, c'est de commencer par lire des guides, lire des ressources. Et il y a énormément de ressources gratuites et en ligne. Et je peux d'ailleurs vous envoyer les notes qui sont en open source. Pour tester qu'est-ce que ça donne de se lancer tout seul. Et si à un moment, on voit qu'on a besoin d'une formation, qu'on a besoin d'un accompagnement, ou qu'on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup trop complexe et qu'il faut absolument se faire accompagner, alors c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à un consultant, mais éviter de faire un appel d'offres avec une mission à 60 000 qui rassemble tout, la gap analysis, la double mat, la formation, le plan d'action. Faites-le avec des missions commando. Là, je bloque sur la double mat, j'ai besoin de comprendre comment je vais coter de 0 à 4 tel ou tel enjeu. Et 3 jours hommes. Là, j'ai besoin de former le COMEX parce qu'ils ne comprennent pas encore à quel point ça va être indispensable. Allez, 2 jours hommes de mission. Là, pour la gap analysis, je peux faire 80% tout seul, mais il y a les 20% restants où je ne suis pas sûr. Hop, là, je prends 5 jours hommes. Ça permet déjà de monter en compétence à votre rythme et de ne pas payer un accompagnement qui va durer des mois et des mois très cher
sachant qu'une bonne partie, ce sont quand même des étapes qui ne sont pas extrêmement complexes. Je vous ai mis toutes les étapes là qui sont sur le Notion. Hop, vous l'avez dans le chat. Merci beaucoup, Noël. C'est super. Et vous avez sur ce lien l'Excel justement de la cotation des zeros, qui est celui que vous devez peut-être connaître ou avoir en tête. Vous pouvez le télécharger, enfin le dupliquer et le télécharger. Donc, c'est pas très complexe à utiliser, mais ça met du temps. Voilà. Très clair. Donc, alors nous, dans l'audience, on a des personnes à la fois qui sont des personnes en poste sur des métiers RSE dans des entreprises de toute taille et des consultants aussi RSE et qui se penchent sur le sujet de la CSRD. Donc, ta préconisation, selon évidemment l'ampleur de l'entreprise, selon le nombre de data points qu'il va falloir aller collecter, c'est d'abord un audit interne pour savoir quelles compétences on a et quelle aussi motivation il peut y avoir en interne de prendre le sujet en mixant peut-être des personnes venant de la RSE RH ou de la direction financière, et ensuite de plutôt recourir à une aide externe de consultants notamment sur des livrables bien précis comme la double matérialité, la gap analysis, plutôt qu'une prestation globale. Quel conseil tu donnerais justement à des consultants qui souhaitent accompagner aussi des clients sur les sujets de CSRD pour se positionner et vraiment apporter, créer de la valeur pour leurs clients? C'est bonne question. Alors, on travaille avec plusieurs centaines de consultants et de cabinets là-dessus qu'on outille. C'est vraiment très variable, mais ce qui est sûr, c'est que tous les consultants veulent se mettre sur le sujet, mais tout n'est pas très pertinent de le faire avec un consultant. La double matérialité, c'est peut-être le sujet majeur qui va toucher les consultants parce que c'est un travail où c'est 80% de jus de cerveau. Ouais. C'est du conseil, c'est de poser les bonnes questions aux bonnes parties prenantes, bien communiquer le résultat auprès du board et bien faire les cotations de chaque hero, s'assurer qu'on n'oublie rien dans tout le travail. Ça, c'est le sujet sur lequel les consultants devraient monter en charge très vite. Sur la partie gap analysis, là, les consultants sont toujours intéressants, mais c'est plutôt l'outil qui va être pertinent. Parce qu'un consultant qui fait une gap analysis sur Excel suivi de l'outillage, ça rajoute des coûts en plus si on le compare à s'outiller dès le début et importer la donnée pour générer la gap analysis. Donc, en fait, on simplifie un petit peu le tout si jamais on saute l'étape consultant et qu'on s'outille au même moment. Et là, le consultant sur la partie gap analysis, son apport, ça serait plutôt de récupérer le résultat de la gap analysis pour identifier les chantiers qui pourraient être prioritaires à recommander aux clients. Mais sur la gap analysis, c'est lire des documents, remplir un Excel principalement. Et donc, le consultant, ça l'embête un peu, ça coûte assez cher, ça lui prend des jours hommes et il y a une valeur ajoutée qui est plus faible que sur l'aspect vraiment conseil de la double matérialité et de l'accompagnement ensuite opérationnel. Donc, ma recommandation pour les consultants, c'est se concentrer sur les étapes de la CSRD sur lesquelles on a vraiment besoin d'eux. Donc, le début, double maths, et l'après, plan d'action pour progresser sur les enjeux les plus matériels et là où il y a le plus d'impact. Super précis, super concret. Donc, double matérialité et ensuite sur le plan de préconisation pour intégrer les données qui en ressortent, les conclusions qui en ressortent dans la stratégie RSE. Je rebondis sur la question de Philippe qui demande sur notamment ces étapes de double matérialité. Est-ce que, donc, admettons que je sois consultant, que je souhaite accompagner des clients sur la CSRD, est-ce que j'ai besoin de compétences pointues en comptabilité? En comptabilité, en data chiffrée, oui. En comptabilité financière, pas des masses. Alors, ça pourrait l'être si jamais, par exemple, vous faisiez des évaluations d'indicateurs quantitatifs avec des proxys monétaires. Ouais. Donc, par exemple, évaluer des émissions de CO2, pas sur les tonnes d'acier qui sont consommées, mais sur les euros d'acier qui sont achetés. Ou les mégawattheures de gaz
pas les euros de facture de gaz. Mais ces proxys monétaires, c'est toujours beaucoup moins précis, que ce soit pour le carbone ou pour tout le reste, parce que ça dépend du prix du gaz, ça dépend du prix de l'acier. Et donc même l'ADEME dit que je crois que c'est 90% d'incertitude quand on fait les facteurs d'émission alignés sur les ratios monétaires que sur les ratios flux physiques, donc les unités achetées. Donc pas des masses en termes de comptabilité. Par contre, c'est important d'avoir des bases sur la consolidation de la donnée. Donc ça, c'est pas vraiment de la compta, c'est plutôt de l'architecture de data pour savoir cette information que j'ai besoin au niveau consolidé pour mon rapport CSRD, comment je vais le récupérer, à quel niveau de mon organisation, comment je vais le consolider, sur quel périmètre. Et donc, je dirais pas que c'est de l'expertise en comptabilité, c'est plutôt l'expertise en data et en consolidation. Oui, très clair. Très, très clair. Peut-être, je vois que le chrono tourne, il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que tu peux revenir, tu as présenté brièvement la plateforme que tu as cofondée, Zei. Quel rôle ce type de plateforme joue dans tout ce processus de mise en conformité? À quel moment il est pertinent de l'intégrer? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Tu as parlé de pouvoir importer tout un tas de données et de les faire passer à la moulinette des différents référentiels qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Comment ça fonctionne concrètement? En fait, il y a plein de plateformes différentes. Il y a des plateformes simples et qui ont des intérêts pour le reporting, des plateformes un peu plus complexes qui ont des intérêts pour la collecte et la consolidation. Nous, alors on est une plateforme qui existe depuis presque 10 ans maintenant. Donc, on va un peu plus loin dans le sens où on fait de la plateforme un outil qui centralise et qui gère toute la data pour que la CSRD ne soit pas quelque chose qui se rajoute en plus du reste, que ça soit commun avec les différents modèles de reporting. Peut-être pour répondre, parce que là, si je le fais à vote, ça va être un peu barbant, peut-être en vous montrant. Il y a les plateformes qui sont purement faites pour le reporting unique. Donc, en gros, on prend par exemple un modèle CSRD. Prenons celui-ci. L'idée, c'est de compléter des données dans des lignes, dans des cases avec ces équipes pour que le résultat, ça soit le rapport CSRD pré-paramétré qui soit généré au bon format. Donc, c'est des plateformes qui digitalisent en quelque sorte un Excel et la production du rapport qui doit en découler. Il y a ensuite des plateformes plus complètes qui intègrent la consolidation. Donc, ça revient à créer des interfaces de collecte auprès des fournisseurs ou auprès des filiales dans lesquelles je les invite pour qu'à leur échelle, elles mettent la donnée, que ça remonte automatiquement dans l'entreprise pour que je puisse consolider le résultat et produire un rapport. Donc ça, il y a quelques plateformes sur le marché qui le font très bien. Et ça, déjà, ça remplace les Excel que j'envoie à mes fournisseurs et ça remplace les Excel que j'envoie à mes filiales qui doivent compléter, que je centralise, que je consolide pour justement produire le rapport. Nous, notre innovation majeure, c'est qu'on a dans Zei pas uniquement la CSRD, mais tous les modèles de reporting du marché au même endroit. On peut y retrouver la taxonomie européenne, le CDP, le bilan carbone, les labels EcoVadis, Bicorp, Clevert. Et on a un catalogue dans lequel je peux rajouter en quelque sorte n'importe quel modèle en implique. La B2SE, la SFDR, des labels comme ENR, des ISO, et ainsi de suite. Et notre grande valeur ajoutée, c'est que pour simplifier la gap analysis notamment, on a interconnecté tous ces modèles entre eux pour qu'au moment où je rajoute un modèle comme la CSRD ou la B2SE, la gap analysis se fait automatiquement. Donc ici, je vois que si je rajoutais la B2SE, 12 sur 328 indicateurs seraient complétés. Et donc, au cœur de ce réacteur, il y a 3 innovations qui sont, à mon sens, assez intéressantes. Et après, je ne suis pas très subjectif parce que c'est ma plateforme. Hein. Mais c'est qu'on a, pour chaque donnée, notamment de la CSRD, on a fait en sorte de l'aligner avec les définitions et les standards les plus courants du marché. Donc, la consommation du pétrole en mégawattheure, c'est aligné avec la définition de la CSRD, du GRI, de la SFDR et du plan de sobriété. On fait en sorte qu'au moment où c'est complété ici par telle personne, à telle date, avec tel document et tel statut, est-ce que c'est complété en brouillon, certifié, audité, cette valeur va automatiquement se mettre à jour dans 10 autres référentiels. Donc, la donnée de mon bilan carbone sert à la CSRD, qui sert à EcoVadis, qui sert au CDP. Donc là, on commence à gagner quand même pas mal de temps dans cette gestion de la donnée ESG. Et au-delà de ça, on a créé des dizaines de milliers de connexions et de dépendances entre les points de données
pour que cette consommation de pétrole se calcule sur la base de l'essence, du fuel, du kérosène, du gazole. Et tout ça, c'est pré-paramétré. Et donc, les litres d'essence que je consomme dans mon bilan carbone, ça va calculer toute la chaîne de valeur jusqu'à la consommation d'énergie totale pour la CSRD. Et donc, ça permet de faire des analyses d'écart beaucoup plus puissantes et poussées que simplement regarder est-ce que j'ai exactement cet indicateur au bon format que je vais mettre dans un Excel. Et donc, ce qu'on propose aux clients, c'est qu'on récupère les données, on importe tout. Ensuite, ils choisissent ces modèles de reporting, dont les ESRS de la CSRD, pour que la gap analysis se fasse automatiquement. Et une fois qu'il a fini la double matérialité, il va paramétrer les ESRS pour mettre de côté ce qui est non matériel. Voilà. Mais en tout cas, on aura déjà la donnée pour servir à d'autres modèles de reporting. Et donc, tout ça, bien sûr, pour produire le reporting, pour piloter au quotidien avec ses équipes les plans d'action et vraiment rentrer dans une démarche de progrès continu, puis inviter les fournisseurs et les filiales pour les engager dans la démarche, les équiper à leur échelle pour qu'eux aussi puissent progresser et s'améliorer. C'est extrêmement puissant, ce que je trouve très intéressant parce que je naviguais un peu sur la plateforme en parallèle. C'est la personnalisation finalement des questions du questionnaire en fonction du secteur d'activité, d'avoir un petit peu ce référentiel qui soit adapté en fonction de l'activité que j'effectue. Donc très très intéressant. On arrive à la fin de ce webinaire. On a déjà brassé pas mal de sujets. Peut-être pour conclure, en attendant de voir s'il y a des dernières questions qui viennent de l'audience, quel conseil quel conseil final tu donnerais finalement des personnes qui vont être amenées à mettre les mains dans le cambouis en matière de CSRD, que ce soit en tant qu'interne à des postes de responsable RSE ou en tant qu'externe comme consultant? Quel conseil tu donnerais pour leur permettre de justement effectuer ce dossier CSRD qui approche, la deadline approche, et pouvoir embarquer l'entreprise et véritablement aussi tirer des conclusions de ce rapport-là pour l'intégrer dans sa stratégie RSE? Les conseils un peu globaux que je peux vous donner sont ceux de la conclusion de ma keynote de demain. Donc, je vais vous repartager les slides. Désolé, c'est très chargé, ça fait beaucoup d'infos. C'est rappeler un point qui est clé et qu'on oublie vraiment tout le temps. C'est que la CSRD, les données ESG qui aujourd'hui justement sont communiquées de manière non comparable, non sectorielle, très qualitative, ça va complètement sauter parce que les données vont devenir quantitatives et comparables. Les données vont devenir sectorielles et elles vont être en open source. Et donc, le point clé, c'est d'avoir en tête que demain, toutes les plateformes, les comparateurs et les benchmarks vont venir récupérer vos données, même si vous ne voulez pas qu'elles soient publiques, parce qu'elles le seront, et ceux de vos concurrents aussi. Et donc, plus vous allez progresser vite dans votre impact, plus vous allez gagner demain. Et donc, si jamais vous voulez vraiment bénéficier de cette révolution en termes de compétitivité que peut vous apporter la CSRD, pour moi, il y a 4 conseils. Le premier, c'est de vraiment prendre le temps de construire une architecture de données quantitative qui soit la plus puissante possible, qui intègre notamment toutes les équipes, les filiales et les fournisseurs avec des environnements dédiés, des plans d'action à leur échelle pour qu'ils puissent progresser à leur niveau. Et en progressant à leur niveau de business unit, de filiales ou de fournisseurs, ils amélioreront vos données. De mettre plus de ressources dans les plans d'action et l'amélioration continue que sur l'aspect purement reporting. Ne vous arrêtez pas juste au reporting parce que ça va pas suffire. Et profitez de la CSRD pour vraiment réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir transformer votre produit et votre service pour qu'il soit à impact positif, pour qu'il soit régénératif, pour que, en vendant votre produit ou votre service à vos clients, vous leur permettez d'améliorer leur propre impact à eux. Parce que ce sont ces produits-là qui, dans un monde contraint et dans un monde transparent et open source de la CSRD, vont être les solutions sur le marché qui vont être privilégiées. Donc, vraiment profiter de cette CSRD pour aller bien au-delà du reporting. C'est ce que feront peut-être beaucoup de vos concurrents de s'arrêter au reporting. Mais ceux qui vont faire ça, vous allez récupérer leur talent, leur part de marché et leurs investissements demain. Merci beaucoup, Noël, pour ces 4 conseils très pragmatiques. On arrive donc au bout de ce webinaire. J'en profite pour te remercier une nouvelle fois de
ton temps. Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à écouter Noël, donc si je comprends bien, tu seras au Salon Produit demain, donc n'hésitez pas à y passer. Et évidemment, je vous invite à aller vraiment consulter les ressources que nous a partagées Noël, qui sont vraiment très, très précieuses. Je vous partagerai, vous aurez accès au replay, bien entendu, pour celles et ceux qui souhaitent le revisionner. Et Noël, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup d'impact? Beaucoup d'impact. Pas le choix, il y a le coup à la planète là. C'était Merci. très, très dense. En plus, j'ai l'habitude de parler vite quand il y a qu'une heure pour parler d'un sujet aussi complexe à la CSRD. Donc, j'espère que c'était pas trop dense et que vous avez pu apprendre quelques petits éléments. Et si vous êtes à ProDurable demain et jeudi, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci encore, Noël. C'était très, très précieux ces échanges. Et je te dis à très bientôt pour le lancement du programme CSRD d'Indigo. Salut!